Ça aura pris du temps, hein. Mais elle est là. Combat de patrol tyrannide. On attaque. Mes pirates, bonjour à tous et bienvenue. Ça y est, officiellement, on lance le projet. On va regarder aujourd'hui une combat de patrol. Et je vous l'ai dit, on commence avec les tyrannides. Donc la combat de patrol que, à l'heure d'aujourd'hui, c'est celle que j'ai le plus jouée, celle sur laquelle j'ai le plus d'expérience et aussi celle que j'ai le plus travaillée. J'en ai joué d'autres, j'en ai affronté d'autres, mais c'est vraiment celle-là que j'ai cherché le plus à rationaliser parce que, pour ceux qui nous suivent sur la chaîne Twitch depuis maintenant un petit moment, vous savez que les tyrannides, c'est actuellement mon armée tournoi, c'est celle avec lesquelles je vais faire du compétitif. Donc, je vais être assez critique, peut-être un petit peu cinglant dessus, sur certains aspects, mais c'est parce que les tyrannides, c'est une armée qui m'est chère, c'est une armée que j'aime beaucoup, c'est une esthétique que j'adore, et je me suis beaucoup investi là-dedans. Avant d'attaquer avec le gros du sujet, rapidement, je vais vous présenter comment va se goupiller le futur autour des combats de patrol, et comment est-ce qu'on va traiter chacune de ces vidéos, chacune de ces combats de patrol. Dans un premier temps, on va regarder tout simplement, grosse maille, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cette combat de patrol. Ensuite, on regardera d'un point de vue réellement règle, donc les aptitudes de la faction. Ensuite, on regardera un petit peu plus en détail ce que vous allez pouvoir faire avec votre commandant. On parlera aussi des objectifs secondaires, parce que le mode combat de patrol est quand même un mode de jeu un petit peu particulier avec quelques petites règles spéciales. Et enfin, on enchaînera avec les stratagèmes que vous pourrez utiliser pendant vos parties, en plus des stratagèmes de base que vous avez dans le livre de règles basique. Avant de terminer, on passera sur chacune des datasheets, chacun des profils techniques de chacune des unités qui la composent. On regardera un petit peu ces règles spéciales, on donnera un petit avis sur l'unité en question. Et enfin, une petite conclusion, je vous donnerai quelques chiffres clés pour mieux appréhender cette combat de patrol et toutes les autres qui vont venir par la suite. Parlant des autres, ce qu'on va faire au niveau de ces combats de patrol, c'est qu'on va, dans un premier temps, regarder toutes celles qui sont officiellement sorties avec un codex. C'est-à-dire qu'on attaque avec les tyrannides, ensuite on passera aux Space Marines, on enchaînera avec Admech et Necron, et au fur et à mesure des sorties de codex, on parlera de ces combats de patrol officialisés. Entre-temps, puisque le but c'est quand même de vous sortir assez de vidéos pour que vous puissiez jouer vos autres combats de patrol, on regardera les combats de patrol fournis en juin dernier, avec celles qui ne sont pas encore officiellement annoncées via un codex, comme les Thousand Sun, comme les Blood Angels par exemple. Donc toutes ces combats de patrol encore dans le flou, on continuera, on comblera un petit peu les sorties avec ces vidéos-là. Combat de patrol, format patrouille, ça dépend de comment vous voulez parler, mais globalement, voilà, ce sont un format de jeu qui théoriquement oscille autour de 500 points d'armée et qui sont composés de différentes figurines emblématiques ou non, malheureusement, on le verra pour certaines, de l'armée, de la faction que vous allez jouer. Dans le cas des tyrannides, donc, on part sur une combat de patrol qui s'appelle l'essaim de Vardengast. À l'instar de tout ce que on a en tête lorsqu'on pense aux tyrannides, c'est une combat de patrol qui est extrêmement fournie en figurines, puisque on a pas moins de 30 figurines au sein de cette combat de patrol. On va commencer rapidement avec l'unité un petit peu emblématique des tyrannides. Lorsque vous pensez tyrannides, c'est quasiment la première unité qui vous vient en tête. C'est bien sûr les thermagantes. Ici, donc, on nous fournit 2 packs de 10 thermagantes, équipés avec des écorcheurs. Donc c'est une arme d'assaut, on verra ça un petit peu après. C'est une arme basique, mais un bon choix, globalement, basiquement. Je vous rappelle que, effectivement, sur les combats de patrol, vous n'avez pas le choix sur les équipements. Tout vous est imposé, vous les prenez as is, comme on dit. Voilà, vous le prenez comme ça vient. Vous n'avez pas d'option. Vous avez certaines optimisations que vous pouvez prendre, mais ça sera réservé à votre chef d'armée, et on verra ça plus tard. En parlant du chef d'armée, on va enchaîner avec lui. La Terreur de Vandergast, donc, qui est un Prima tyrannide ailé, donc une refonte un petit peu des guerriers prime ou des tyrannides prime qu'on avait dans les versions précédentes. Ici, en version ailée, uniquement équipé avec les griffes de Prima, donc voilà, pas de choix de tir avec celui-ci, que du choix de corps à corps. Ensuite, vous avez le Psychophage, donc qui est le monstre de cette bande. C'est une grosse figurine, un petit peu arachnomorphe, avec un gros lance-flamme, des attaques au corps à corps assez sympathiques, puisqu'il est équipé avec un torrent psychoclasse et des griffes et gueules tranchantes. Gros modèle, très sympa à peindre, on en parlera un peu plus en détail quand on sera sur cette sheet, mais belle surprise, bien tanky, bien comme on aime. Ensuite, on va avoir un pack de 5 barbes glantes. Alors les barbes glantes, pareil, ce sont de nouvelles unités qui sont arrivées avec
avec la sortie de la V10 et avec la sortie de Léviathan. Très bonne unité, avec des choses assez sympathiques, et d'un point de vue modélisme, c'est aussi un plaisir de les peindre. Belle esthétique, nouvelle entrée dans la famille des Gaunt, ça fait plaisir de pouvoir enfin avoir de nouveaux petits pitous qui viennent s'ajouter à ça. Et pour finir, on va avoir une escouade de 3 bondisseurs de Von Zrayan. Alors les bondisseurs de Von Zrayan, au début quand ils nous les ont sortis, on a cru que c'était des nouveaux lictors. Au final, c'est une petite escouade de petits lictors, pareil, avec uniquement un profil de corps à corps, pas de profil de type. Unité intéressante, mais avec un sacré mais quand même. Donc voilà, donc au total, donc, je vous ai dit, on va avoir 6 packs, 5 si on joue sur un pack renforcé, 30 figurines au total, un monstre, une créature volante assez intéressante, alors c'est pas un aérodine, et pas mal de choses. Donc sur le principe, une belle combat de patrol, avec beaucoup de figurines, des esthétiques assez différentes, un monstre, franchement, rien que pour le côté modélisme, je trouve que cette combat de patrol vaut le coup. On va taper maintenant un petit peu plus dans le cœur du gameplay de cette combat de patrol en parlant un petit peu des aptitudes, des optimisations, des objectifs secondaires et des stratagèmes que vous avez à votre disposition pour jouer vos pitous. On va commencer forcément avec les aptitudes donc qui sont propres à chaque faction. Attention, je vous l'ai dit tout à l'heure, on est sur un format qui est différent du jeu normal. Ce qui veut dire que vos aptitudes ne sont pas forcément exactement identiques à ce que vous avez dans vos aptitudes de codex, ou de vos aptitudes d'index si votre codex n'est pas encore sorti. Alors faites attention de ne pas justement, par flemme ou par inconscience, jouer des règles auxquelles vous n'avez pas accès au sein de la combat de patrol. Pour les tyrannides, les règles sont les mêmes. C'est-à-dire que la première chose à laquelle on va avoir accès, c'est Synapse. Tout d'abord, pour comprendre, il va falloir que vous regardiez les profils de vos unités et que vous cherchiez dans la partie inférieure gauche, dans la partie mots-clés. Cette créature a le mot-clé Synapse, ça veut dire que votre créature est une créature Synapse. Les autres, vous aurez le mot-clé Synapse dans les factions, donc dans le cadre supérieur de votre datasheet, où là, ça va vous dire que cette unité est éligible à recevoir les bénéfices de la règle Synapse. Qu'est-ce que donc c'est que la règle Synapse? Synapse, c'est assez simple. Vous prenez votre créature Synapse, vous faites une bulle de 6 autour d'elle, et à partir du moment où une figurine de l'unité est à 6 pouces de votre créature Synapse, alors en cas de Battle Shock, cette unité fera un test sur 3d6 au lieu de 2. Ça permet de fiabiliser énormément vos jets de Battle Shock, vos tests d'ébranlement. C'est très fort, mais par contre, effectivement, une bulle de 6, c'est très petit, et on va voir que avec cette combat de patrol là, il y a quelques petits trucs qui le limitent encore davantage. Deuxième règle, comme pour les vraies règles tyrannides, vous avez la règle de l'ombre dans le warp. L'ombre dans le warp se déclenche à n'importe quelle phase de commandement, la vôtre ou celle de votre adversaire, mais une seule fois par bataille. Le joueur tyrannide peut donc convoquer l'ombre dans le warp, et dans ce cas-là, votre adversaire est obligé d'effectuer un test de Battle Shock pour l'intégralité de ses troupes. Il n'en fait pas un pour la totalité, il en fait un par unité présente sur la table. Ça veut donc dire que les unités qui sont potentiellement placées en réserve au moment où le test est demandé n'ont pas à faire. C'est présent sur le champ de bataille, ça ne parle pas des réserves stratégiques. Ensuite, on va parler des optimisations. Dans le mode combat de patrol, vous avez par défaut votre commandant, ici le Primat Tyrannide, qui est équipé d'une première optimisation. Donc on va commencer avec la première, donc l'optimisation par défaut qui s'appelle le voile psychoparasite. Qu'est-ce que c'est? Votre Primat Tyrannide obtient la règle agent solitaire, qui lui permet donc de ne pas pouvoir être ciblé si le tireur est à plus de 12 pouces de lui. Il lui gagne aussi une invulnérable 4+, ainsi qu'une dégradation pour votre adversaire de 1 au jet de touche lors d'une attaque au corps à corps. En gros, c'est une optimisation vraiment pour augmenter la tankiness et la survivabilité de votre commandant. On va voir pourquoi c'est celle-ci qui est par défaut, et malheureusement, même si je préfère largement l'autre d'un point de vue impact, 90% des parties, c'est celle que vous allez devoir sélectionner. La seconde, c'est l'impulsion sécrétrice. Dans ce cas-là, vous prenez votre Primat Tyrannide et une fois par tour, à n'importe quelle phase, qu'il s'agisse d'une phase de tir ou d'une phase de combat, vous pouvez sélectionner une unité tyrannide amie qui est à 6 pouces de votre Primat Tyrannide et pendant l'intégralité de la phase, toutes les armes qu'elle va utiliser auront un score de pénétration d'armure augmenté de 1. C'est très fort, parce que la PA, c'est la chose la plus intéressante pour fiabiliser des blessures, et quand vous tombez contre des unités qui ont une armure qui est assez intéressante, des sauvegardes à 2, des sauvegardes à 3, voire même simplement déjà de base des sauvegardes à 4, ça fait 50% des blessures qui peuvent être annulées, avec PA-1, vous allez dégrader ça. Donc, plus de chances de perdre des points de vie, donc si les points de vie sont perdus, des unités peuvent être éliminées, et si des unités peuvent être éliminées, au contest sur des objectifs, ça fait moins de monde dans la balance. Donc, malheureusement, il faut vraiment partir sur le principe que la première optimisation est juste quasi obligatoire si vous voulez vraiment jouer tyrannide en combat de patrol. Celle-ci, c'est une dinguerie, mais à moins de jouer votre personnage en poteau, personne ne va venir lui faire du mal, et donc il va juste être là pour filer du PA-1 à une seule unité dans le tour. L'autre est beaucoup plus intéressante parce que elle va
vous permettre d'éliminer les adversaires plus facilement et surtout le rendre plus tanky. Donc même si je préfère la deuxième, la première est quasi obligatoire. On reviendra en détail dessus lorsqu'on parlera du Prima Tyrannide. On enchaîne avec les objectifs secondaires. Alors petit point règle sur comment ça se passe une détermination des objectifs pour une partie combat de patrol. Vous commencez, vous le savez, par tirer votre carte qui va vous donner vos zones de déploiement, la position des objectifs. Ensuite, vous tirez une seconde carte qui va vous donner votre mission principale. Et ensuite, vous allez tirer notre troisième carte qui va être celle de vos règles de mission. Quels sont les affixes potentiels qu'il y aura sur le champ de bataille. Dans une partie normale, vous allez pouvoir aussi choisir si vous jouez en objectif secondaire tactique ou en objectif secondaire fixe, c'est-à-dire tirer des cartes d'objectifs secondaires. Ce n'est pas le cas en combat de patrol. En combat de patrol, vos objectifs secondaires sont déterminés au sein de votre livre de règles, au sein de votre index combat de patrol, et sont au nombre de 2. Un principal que vous pouvez switcher pour un optionnel, de la même façon que ça se passe pour les optimisations. L'objectif secondaire par défaut ici, ça s'appelle Xénomorphe Alpha, et c'est donc à la fin de chaque phase, la vôtre ou celle de votre adversaire, vous marquez 4 points de victoire si votre Prima Tyrannide a tué une ou plusieurs figurines. Le Prima Tyrannide, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'a pas d'option de tir. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que votre Prima Tyrannide ne pourra marquer des points que pendant votre phase de combat ou la phase de combat de votre adversaire. Ce qui vous limite donc à 8 points de victoire par round, 4 à votre phase si vous avez éliminé une figurine, 4 à la phase de votre adversaire si vous avez éliminé une figurine. On voit déjà qu'à ce niveau-là, ça veut dire qu'il va falloir exposer notre Prima Tyrannide. Il va falloir un petit peu l'envoyer au charbon. Si on a une optimisation qui le rend plus tanky, c'est pour une bonne raison. Encore une fois, on reviendra là-dessus. Deuxième objectif, donc l'optionnel. Là, cette fois-ci, c'est un objectif qui va plus vous demander d'être ultra agressif et d'aller dans la zone de déploiement adverse, puisque donc Marée Titineuse vous implique donc à la fin de votre tour, vous marquez 5 points de victoire si vous contrôlez un ou plusieurs pions d'objectifs qui sont dans les 6 pouces de la zone de déploiement adverse. Donc voilà, vous savez, quand vous vous déployez sur une bande qui fait 6 pouces depuis un bord de table en général si on se déploie. Donc voilà, il faut que ça soit dans les 6 pouces de la zone de déploiement adverse. Donc ça va vous obliger à aller très loin, très vite. Alors c'est bien parce qu'on a des unités qui ont un filtrateur, donc ils sont déjà très loin devant. On a même des unités qui sont en FEP, donc potentiellement vous pouvez déjà, après quelques tours, arriver dans la zone de déploiement adverse. Voilà, donc, mais par contre vous ne marquez que 5 points de victoire et c'est à la fin de votre tour, donc maximum dans un tour vous allez pouvoir marquer 5 points contre 8 avec le premier. Les deux sont jouables, il va vraiment falloir faire des choix et ça va vraiment être conditionné par ce que vous avez choisi comme optimisation par défaut, si vous avez choisi le voile ou si vous avez choisi l'impulsion. Les deux sont jouables. Voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Il y en a juste un qui va vous permettre de marquer plus, mais qui va vous demander d'exposer une figurine qui est un petit peu centrale, donc est-ce qu'on a vraiment envie d'exposer? Ça sera à vous de tester. On continue avec les stratagèmes. Donc vous ne jouez pas avec vos stratagèmes normaux qui sont présents au sein de votre détachement. Vous allez jouer avec les stratagèmes principaux et les 3 stratagèmes supplémentaires que vous avez au sein de votre combat de patrol. La première, c'est hyper réactivité. Elle coûte 1 PC. Vous la jouez à la phase de tir adverse ou à la phase de combat, juste après qu'une unité ennemie a choisi ses cibles. Dans ce cas-là, jusqu'à la fin de la phase, l'adversaire aura un malus de 1 au jet de touche. Bon, ça va vous permettre simplement d'augmenter un petit peu la tankiness par la touche. Le deuxième stratagème, donc c'est Assaut Vorace qui coûte aussi 1 PC, qui se joue à la phase de tir ou à la phase de combat. C'est une unité tyrannide qui n'a pas encore été choisie pour tirer ou pour combattre, donc qui est encore éligible au tir ou encore éligible à combattre. Et jusqu'à la fin de la phase, à chaque attaque d'une figurine de votre unité qui cible la cible éligible la plus proche, vous pouvez relancer le jet de touche. Donc si vous avez 2 unités qui sont face à vous, une qui est à 6 pouces, une qui est à 8 pouces, si vous choisissez de tirer sur l'unité à 6 pouces et que vous utilisez ce stratagème, dans ce cas-là, vous aurez le droit de relancer vos jets ratés à la touche. C'est bien, parce que vous allez voir que ça tire quand même assez fort, les tyrannides. On a quasiment des armes qui, à minima, au tir, sont à force 5. Donc ça vous permet quand même de fiabiliser vos touches. Vous allez faire mal à la blessure. La force 5, c'est toujours plus intéressant que la 3 ou 4, forcément. Mais malheureusement, les tyrannides tirent mal. On va être sur du 4+. Dans le meilleur des cas, c'est sur du 4+, amélioré légèrement avec les armes lourdes. Et voilà, sur du 4+. Grâce à ça, vous allez pouvoir augmenter le nombre de dés que vous allez pouvoir tenter à la blessure derrière, parce que vous allez fiabiliser votre touche, donc c'est intéressant. Troisième stratagème, Assaut Pullulant. Ça va être quelque chose d'assez structurant au sein de votre armée. Ça coûte 1 PC, ça se joue pendant votre phase de renfort, donc à la fin de votre phase de mouvement, lorsque vous allez choisir potentiellement de faire arriver des unités depuis les réserves, et c'est important de revenir sur ça. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez désigner une unité de Thermagant qui a soit subi des pertes, soit complètement été détruite. Dans ce cas-là, si elle a subi des pertes, si cette unité est en dessous de son effectif initial, dans ce cas-là, vous allez jeter un D6 et le résultat de ce dé sera le nombre de figurines qui reviennent à la vie au sein de l'unité.
Cependant, si l'unité a été complètement détruite, dans ce cas-là, vous allez prendre 2d6, les jeter. La somme de ces 2d sera le nombre de figurines qui vont revenir dans vos réserves stratégiques. Vous pourrez donc ensuite les envoyer sur le terrain depuis les réserves stratégiques, pas de profondeur, rien de tout ça, mais donc vous pourrez les faire en fonction du tour, vous pourrez les faire revenir par un des flancs, un des bords de table. Attention, bien évidemment, petite restriction, lorsque vous faites ces tests sur lesquels vous allez lancer des dés, vous ne pouvez pas dépasser l'effectif initial de votre unité. Si vous jouez 10 Thermalantes, vous ne pouvez pas, et que vous en avez perdu 3, vous ne pouvez pas en faire revenir 5. Vous en faites revenir 3, vous êtes à votre effectif maximal, basta. Pareil, si vous les faites revenir en réserve parce que l'unité complète a été détruite. Si par le plus grand des hasards vous faites un double 6, 12, vous n'allez pas faire revenir 12 tyrannides. Vous allez faire revenir que 10 et les placer dans votre réserve stratégique. Donc c'est fort, faut pas hésiter à garder des PC pour pouvoir faire ce genre de choses là où s'il va falloir contester un objectif, parce que les Thermalantes globalement sont là pour ça. On est sur des unités qui ont OC2, un pack de 10 ça vous fait un pack à OC20, un pack de 20 ça vous fait un pack à OC40. C'est très important d'arriver à garder du poids sur les objectifs. Je vous rappelle que Warhammer est un jeu avant tout de contrôle d'objectifs et pas d'attrition. Ok les loulous, c'est maintenant qu'on va commencer à rentrer un petit peu dans le gros du sujet, puisqu'on va commencer par décrypter un petit peu toutes les datasheets de cette Combat Patrol. Alors, beaucoup de choses à dire. Beaucoup de choses à dire parce que, je vous l'ai dit, on a beaucoup de figurines, et on va attaquer à tout seigneur, tout honneur, avec le Primat Tyrannide ailé, donc la terreur de Varndengast. Directement, on attaque avec les sujets Fâchent. Cette figurine, pour moi, il y a réellement de gros soucis avec elle. Alors, rapidement, pour vous donner un petit peu ces statistiques, on est sur un mouvement de 12 pouces, on a endu 5, sauvegarde à 4+, 6 points de vie, commandement 7, OC1. Vous comprenez pourquoi je vous ai dit que l'optimisation sur le fait de la rendre plus tanky, elle était là. On est sur une figurine qui est votre seigneur de guerre, qui va vous permettre potentiellement, si vous choisissez l'objectif secondaire où il faut qu'il tue des figurines, qui va être celle qui va vous rapporter vos points de secondaire. Mais on a un truc qui a endu 5, sauvegarde à 4+, 6 points de vie. Je vais pas vous mentir, il y a un monde, même pas mal de mondes, où en une seule phase de tir, vous faites fumer cette figurine. Il y a plusieurs mondes où, au corps à corps, si vous n'avez pas déclenché complètement l'unité en face, vous la faites péter en une phase de combat. Je dis bon c'est pas grave, oui je perds une figurine. Oui et non. On va voir pourquoi au niveau, non seulement déjà ça va vous fermer certaines façons de marquer des points de secondaire, et ça c'est compliqué, mais le souci principal qu'a cette figurine, c'est que au sein de la Combat Patrol, c'est la seule qui est considérée comme une unité synapse, donc qui va vous permettre de fiabiliser vos Battle Shock, et c'est la seule unité de la Combat Patrol qui est capable de déclencher l'ombre dans le War. C'est-à-dire que si cette figurine-là meurt, vous n'avez plus accès à vos aptitudes de faction. Vous ne pouvez plus faire vos tests sur 3D, et vous ne pouvez pas obliger l'adversaire à faire un Battle Shock sur toutes ces unités. Donc il faut la garder en vie. D'où le fait qu'il va falloir aller potentiellement chercher l'optimisation où on lui file agent solitaire, où on lui file l'invue à 4+, et on lui file la possibilité d'avoir d'être touché sur -1. Elle fait mal au corps à corps, ça y a pas de souci, quand vous allez l'amener au corps à corps si c'est elle qui a chargé au cap, puisque vous allez faire 6 attaques sur 2+, force 6, PA-1, dégâts 2, ça fait mal. Mais le problème, c'est que derrière un moment où vous allez vous prendre, si vous n'avez pas erase le pack complet en face à ce moment-là, au moment où vous allez vous prendre les conséquences de votre attaque, voilà, vous avez tué en du 5, donc vous allez être blessé sur 4 voire sur 5. Si vous avez quelque chose qui frappe beaucoup en face à la saturation, ça va passer. Vous avez seulement une sauvegarde à 4. Sauvegarde à 4, ça veut dire 50% de ce que vous êtes tenté, statistiquement, va vous arriver sur le coin de la tronche. Et ça fait mal, ça fait mal. Donc c'est pour ça qu'effectivement, pour peu qu'il y ait un peu de PA, vous allez tomber sur du 5, pour une grosse PA, vous allez tomber sur du 6. Grosse PA, vous avez carrément pas de sauvegarde. Donc aller chercher l'invulnérable pour tenter de tanker quoi qu'il arrive, c'est plus qu'important. D'où le fait que, on va quasiment jamais aller chercher l'impulsion rétrétrice, et on va plutôt chercher le voile. Parce que l'objectif secondaire par défaut est que c'est cette figurine qui va vous permettre de marquer des points. Et pour qu'elle marque, il faut qu'elle survive. Et si en plus vous voulez conserver vos aptitudes de faction, il va falloir la garder en vie, parce que sinon, pas d'ombre dans le War et pas de synapse. Au niveau de ses aptitudes de base, elle a la frappe en profondeur, ce qui veut dire que vous pouvez, à partir du deuxième round de bataille, la déployer n'importe où sur le terrain à 9 pouces à l'horizontale de n'importe quelle unité ennemie. Ça, effectivement, pour aller chercher un objectif qui est dans la zone de déploiement, une fois que tout le monde a avancé, c'est cool. Par contre, si elle est loin, ça veut dire que vos unités ne bénéficieront pas de synapse. Donc, en gros, on est quasiment obligé de se dire, cette unité-là, je vais quand même la déployer dès le début et la mettre en totem autour de tous mes maîtres pour être sûr d'avoir accès à synapse et pouvoir profiter de mes règles de tyrannie. Au niveau de son aptitude propre, elle a accès à agonie vengeresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes au corps à corps. Vous n'avez pas encore tapé, donc ça veut dire que c'est pas vous qui tapez en premier. Et malheureusement, votre unité doit mourir. Elle a mangé trop d'attaques, vous n'avez pas assez sauvegardé, vous perdez vos derniers points de vie. Théoriquement, vous êtes censé la retirer du jeu. Dans ce cas-là, non. Vous prenez un dé sur 4+, la figurine n'est pas retirée du jeu. Vous avez le droit de taper, donc de faire votre phase de corps à corps normalement. Et une fois que votre phase de corps à corps est terminée, là vous la prenez et là vous la mettez dans votre cimetière. Donc une compétence qui ne s'active
peine que lorsque la créature doit mourir. J'ai l'impression, enfin moi c'est mon feeling, hein, je vous l'ai dit, ça peut sentir que cette unité j'apprécie pas, parce que on veut à tout prix la garder en vie, mais si on veut utiliser sa compétence, faut qu'elle meure. Et tout son profil indique, frérot, t'inquiète, elle va mourir. Donc je suis pas réellement satisfait par cette unité, j'ai de gros problèmes avec cette unité-là, donc c'est pour ça que quand je la joue en ce moment, bah, je la joue en totem, planqué derrière un décor, avec l'impulsion sécrétrice qui va me permettre de filer des PA-1 aux unités à côté, et je vais jouer avec l'objectif où il faut contrôler quelque chose qui est dans la base ennemie, et généralement pour ça je vais plutôt avoir tendance à utiliser, tu verras plus tard tout à l'heure, mes bondisseurs de Von Ryan. Donc celle-là, pour moi c'est juste un totem qu'on va planquer derrière pour que le psychophage fasse mal, pour que les thermaglantes fassent mal, pour que les barbeglantes fassent mal, parce qu'un PA-1 on verra tout à l'heure sur les barbeglantes, ça peut être hyper intéressant. Donc voilà, deuxième unité, le psychophage, le monstre de la bande, la grosse araignée avec des tentacules partout, des lance-flammes, voilà, du bonheur en barre, du bonheur en barre. Le psychophage, donc au niveau de ses stats, on est sur un gros monstre qui va, déjà qui a un gros socle, mais qui va bouger de 8. Il va bouger donc de 8 pouces, il a endu 9, bien aimé l'endu 10, mais on va se limiter à un endu 9. Sauvegarde à 3+, là on parle, 10 points de vie, là on parle, commandement 8 et OC 3. Il a un profil de tir, un profil de 4, son profil de tir c'est assez simple, c'est un lance-flamme, donc il a accès à ignorer couvert et torrent. Torrent ça veut dire que vous n'avez pas lancé de jet pour la touche, c'est touche auto, par contre vous allez devoir déterminer le nombre de touches que vous allez faire. Donc il tire à 12 pouces, D6 attaque, touche auto, force 6, PA-1, dégâts 1. C'est pas beaucoup de tir quand même, mais pour un lance-flamme c'est cool, et puis on a quand même le force 6 qui est assez balèze, PA-1, dégâts 1, on aurait mis un dégât 2, mais un dégât 1 c'est déjà bien. Par contre au corps à corps, là il y a quelque chose de très intéressant parce qu'on a parmi les combos les plus forts actuels, on a un combo anti quelque chose et blessure dévastatrice. Donc déjà de base la figurine va faire D6 plus 1 attaque, elle va toucher sur 3+, force 6, PA-1, dégâts 2 cette fois-ci, et ça c'est intéressant. Et donc comme je vous disais, anti-psyker 4+, blessure dévastatrice. Blessure dévastatrice, la règle a été un petit peu modifiée avec la dernière data slate. Blessure dévastatrice, ça veut dire que lorsque vous faites votre jet de blessure, si vous faites un 6 naturel, cette attaque-là ne peut pas être sauvegardée. L'adversaire va prendre directement les dégâts sans sauvegarde. Attention, ce ne sont pas des BM, il n'y a pas de piétinement. Les dégâts en excès ne peuvent pas être transférés à la figurine d'à côté. Si vous faites 3 de dégâts sur une blessure dévastatrice à une unité qui n'en a que 2, vous allez la retirer, mais le dégât supplémentaire ne sera pas transféré à la figurine d'à côté. Donc ça, blessure dévastatrice, c'est cool. Ça permet, voilà, de passer des grosses sauvegardes, de passer des invus, de passer toutes ces choses-là, c'est hyper intéressant. Mais là où c'est encore plus fort, c'est que si vous vous attaquez justement à une unité qui est Psyker, donc il y a le mot-clé Psyker parce que lui-même est un Psyker, ou qu'il est attaché à une unité, et donc il va donner le Psyker à l'intégralité de l'unité. Dans ce cas-là, les blessures critiques ne seront pas sur 6, mais sur 4+. Et ça meule, hein, littéralement ça meule. Ensuite, au niveau de ses compétences de base, elle a Destruction néfaste 1, c'est-à-dire que si la figurine est amenée à mourir, à perdre son dernier point de vie, vous allez jeter un dé sur un 6, kaboum, elle explose. Et si elle explose, dans ce cas-là, vous allez infliger une BM à toutes les unités à 6 pouces autour de son socle, et surtout qu'il s'agisse d'ennemis ou d'alliés. Attention à ça. Par contre, deuxième petite pépite, en plus de son profil de mêlée, deuxième petite pépite sur le psychophage, la petite insensible à la douleur à 5+, le petit FNP, à 5+, qui veut dire que pour chaque attaque que vous n'avez pas sauvegardé, vous allez jeter un dé par dégâts subis, et sur un 5+, dans ce cas-là, le dégât est annulé. Donc belle unité, un peu grande, donc au niveau empattement, c'est un petit peu compliqué à déplacer sur des petites tables comme ça, c'est un peu difficile à cacher. Pour moi, c'est une très belle unité pour cette combat de patrol, avec un lance-flamme assez puissant, une bonne tankiness, de l'endu 9, 10 points de vie, sauvegarde à 3+, FNP à 5+, qui va le rendre quand même assez emmerdant à sortir pour des combats de patrol qui manquent un peu de force élevée ou de grosses PA. Donc vraiment une bonne surprise ce psychophage, c'est une des unités les plus fun à jouer sur ce format-là. On enchaîne maintenant avec la piétaille. Les thermaglantes, vous en avez un gros pack de 20. Ça bouge de 6, endu 3, c'est de la petite piétaille, c'est vraiment des petits trucs squishy. Sauvegarde native à 5+, 1 point de vie par tête de pipe, commandement 8, OC2. Donc votre pack de 20, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, votre pack de 20 c'est OC40. Je suis pas certain qu'il y ait un pack dans les combats de patrol qui soit aussi hardcore que ces thermaglantes à OC40. Je suis pas certain. Par contre, petite chose, c'est qu'en début de partie, au moment où vous déclarez vos formations à l'adversaire, vous pouvez choisir de séparer vos unités de thermaglantes en 2 unités de 10. Ça vous fait quand même 2 packs à OC20. On continue quand même à discuter. Globalement, 2 packs à OC20, ça continue sur un objectif à discuter. C'est équipé avec un écorcheur, donc un arme de tir de type assaut, ce qui veut dire que vous pouvez sprinter pendant votre phase de mouvement et quand même être éligible au tir derrière. Par contre, vous n'êtes plus capable de déclarer une charge. Quand vous avez quelque chose qui est au corps à corps
tape à force 3 sur 4+, PA0, délire 1, le fait de pas pouvoir charger, c'est pas un problème. Globalement, je connais personne qui se dit « Ah là là, je vais charger avec mes thermagants, ça va plier la bataille ». Ça doit arriver une fois, ça. Ou alors vraiment pour engluer quelque chose et le faire mourir en boucle sur un objectif et les faire revenir, les faire mourir, les faire revenir, les faire mourir. Voilà, globalement. Donc au niveau du tir, on est sur quelque chose qui tire à 18 pouces, une attaque sur 4+, force 5. Ça, c'est intéressant quand même, force 5, PA0, dégâts 1. Donc ça vous fait 10 tirs par pack à force 5, PA0, dégâts 1. Vous voyez pourquoi aller chercher l'impulsion sécrétrice qui va vous permettre d'avoir PA-1, ça vous fait 10 tirs à force 5, PA-1, délire 1. Ça peut faire tomber des choses à la SAT, et en plus si vous jouez un pack de 20 pour le coup, bah, ça vous fait 20 tirs à force 5, PA-1, délire 1 sur 4+. Ça peut faire tomber des packs, ça peut faire tomber un pack de 5 marines, ça c'est facilement. Ça peut être intéressant, mais voilà, ça implique que votre QG, votre terreur de Varnengast, ben, vous le jouiez en totem, et vous ne le jouez pas avec l'objectif d'aller marquer des points en éliminant des figurines. Au niveau de ces aptitudes, les thermagants, ils ont accès à Horreur Prédatrice, donc en fait ça va vous permettre de bouger vos figurines une fois par tour. Si votre adversaire finit un mouvement normal, d'advance ou de retraite dans une bulle de 9 pouces autour de votre unité de thermagant, dans ce cas-là, vos thermagants peuvent effectuer un mouvement normal dans n'importe quelle direction d'une distance de D6. Ça vous permet justement potentiellement de retourner derrière un décor, d'augmenter une potentielle distance de charge. C'est intéressant, c'est plein de façons de l'utiliser, et de façon désagressive, des façons défensives, des façons un petit peu troublantes pour l'adversaire. Donc une règle très sympathique. Attention par contre, si une première unité vient dans votre 9 pouces, mais vous ne bougez pas, si une seconde vient, là vous pourrez tout de même bouger. Mais par contre, si vous avez bougé sur la première, vous ne pourrez pas bouger sur la deuxième. Vous ne pouvez pas rebondir de tous les côtés, c'est qu'une seule fois par tour. Allez, maintenant, une de mes unités favorites de ce nouveau Codex Tyrannide, et donc très content de les avoir dans les combats de patrol, c'est les Barbes Glantes. Je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est une pépite. Cette figurine est une pépite. Donc c'est de la nouvelle unité de la famille des Glantes, ça bouge de 6 en du 4, un peu mieux que des thermagants. Sauvegarde de la 4+, donc un peu mieux que des thermagants. 2 PV, donc un peu mieux que des thermagants. Commandement 8, mais seulement au C1, pas des unités qui vont être là pour contrôler des objectifs. Par contre, elle va littéralement emmerder votre adversaire. On va d'abord parler un petit peu de son arme de tir parce que ses compétences sont liées à son arme de tir. Donc on va d'abord parler un petit peu de son lance-barbillon. Donc il y a le mot-clé déflagration et lourd. Déjà vous voyez un petit peu jusqu'où on va. Ça tire à 24 pouces, D6 attaques par figurine, sur 4+, force 5, PA0, dégâts 1. D6, elles sont simples, ça fait déjà que vous allez faire 5 D6 attaques. Donc en moyenne, vous allez faire un minimum avec 15 attaques. Voilà, en moyenne, c'est 15 attaques. 5d6, faire 15 attaques, ça a dû m'arriver une fois. Je tourne généralement plus en moyenne, aux alentours de 20 à 25 attaques. Pourquoi? Parce qu'il y a le mot-clé déflagration. Déflagration, qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où vous allez tirer sur une unité qui a à minima 5 figurines, et ensuite par tranche de 5, vous allez rajouter plus une attaque. Si vous tirez donc sur une unité qui a 5 figurines, le pack complet va faire 5d6 plus 5 attaques. Si vous tirez sur une unité de 10, vous allez faire 5d6 plus 10 attaques. Et à chaque fois, comme ça, en fait, à chaque fois que vous avez 5 unités en face, vous rajoutez, vu que c'est un pack de 5, vous rajoutez 5 attaques en plus. Donc si vous faites un match miroir et vous tombez sur un gros pack de 20 thermagants, vous voyez le délire? Vous allez tirer 5d5 plus 20 attaques. Mais en gros, ça tire énormément. Et en plus de ça, tu me dis, oui, mais Crazy, c'est sur 4+, même si tu fais 25 attaques sur 4+, c'est cool, mais tu as seulement la moitié statistiquement qui vont toucher. Et là, je vous arrête de suite parce qu'il y a là aussi le mot-clé lourd. Ça veut dire que si l'unité est restée immobile pendant sa phase de déplacement, dans ce cas-là, vous pouvez améliorer votre CT de 1 et donc passer de 4+ à 3+ pour toucher. Vous fiabilisez, vous touchez énormément et pompon sur la Liaronne, vous avez un truc qui s'appelle bombardement perturbateur, qui est l'habilité des Barbes Glantes. En gros, vous allez devoir déterminer une des unités qui a été touchée par votre bombardement. Et cette unité-là, jusqu'à votre prochaine phase de tir, a -2 à sa distance de mouvement, -2 à ses jets d'advance, -2 à ses jets de charge. Vous touchez facilement, vous touchez énormément, et vous enrayez complètement la capacité de déplacement des unités adverses. Donc ouais, des magnifiques unités pour moi. Par contre, à quelque chose auquel il faut faire attention, on vous dit que c'est à votre phase de tir. Donc si vous utilisez vos Barbes Glantes dans le cadre d'un tir en état d'alerte, l'affiche comme quoi vous limitez le mouvement ne va pas proc. On tombe dans la règle de ce qu'on appelle les out of phase, et donc vous ne pouvez pas
faire proquer l'aptitude bombardement perturbant sur un tir en état d'alerte pour les barbelontes. Dernière unité, les bondisseurs de Von Ryan, les bébés Lictor, les mini Lictor, les petits poutous Lictor. Une nouvelle unité, pareil, qui est arrivée avec cette combat de patrol. Leur style est fou, leur capacité de mouvement est dingue, mais par contre, c'est ce qu'on appelle vulgairement du glass cannon. Donc ça va bouger de 10, en du 5, sauvegarde à 4+, invulnérable à 6, 3 points de vie, au commandement 8, au C1. Pas de profil de tir, uniquement des attaques de corps à corps. Donc les serres de bondisseurs, vous allez faire 6 attaques par bonhomme, donc il va vous faire un pack à 18 attaques sur 3+, force 5, PA-1, dégâts 1. T'as Fight First, donc combat en premier, ce qui veut dire que même si c'est pas vous qui avez chargé, vous allez pouvoir vous activer en premier. Ça a Infiltrateur, donc ce qui veut dire que vous pouvez déployer cette unité n'importe où sur le champ de bataille, tant que vous êtes à 9 pouces de toute unité ennemie. Et ça a l'aptitude Discrétion, lorsque vous allez vous faire tirer dessus, votre adversaire aura un malus à la touche de 1. Et ensuite, ça a à la règle le grand bond. Alors le grand bond, ça vous permet d'utiliser le stratagème intervention héroïque pour 0 PC au lieu de 2. Là, on n'est pas sur un stratagème qui coûte 1 normalement, on est sur un stratagème qui coûte 2. Même s'il a déjà été utilisé pendant cette phase. Tout le monde 2-3 mots sur intervention héroïque, comment ça se passe. Une unité ennemie veut charger l'unité A, elle lance sa charge, la charge connecte. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser intervention héroïque sur l'unité B, donc une unité qui n'a pas été chargée, et vous allez pouvoir charger l'unité en question pour justement avoir aussi le droit de taper pendant ce tour-là. Par contre, petite restriction, vous ne disposez pas des fameux bonus de charge que vous avez normalement à ce moment-là, à savoir, par exemple, le Fight First. Ça tombe bien, cette unité l'a déjà nativement. Ça, c'est intéressant parce que justement, ça va vous permettre dans ce combo-là, comme on est à la phase adverse et qu'on va commencer par activer les Fight First, vos 2 unités ont Fight First, mais on est à la phase adverse, donc c'est vous qui allez vous activer votre Fight First en premier. Donc potentiellement, même si c'est lui qui a chargé votre première unité, avec cette seconde-là, vous allez pouvoir éclaircir un petit peu ses troupes avant même qu'il ait commencé à attaquer la première unité sur laquelle il voulait taper. Et ça, c'est cool. Donc c'est une bonne unité pour ce genre de petits tricks-là. Mais le problème pour moi, c'est ce que je vous disais, c'est du glass cannon. C'est-à-dire que ça attaque beaucoup, ça attaque bien, mais c'est malheureusement pas si létal que ça. Parce que 18 attaques sur 3+, ça vous fait environ 12 attaques qui vont passer. Force 5, entre 6 et 8 attaques maximum, mais derrière, malheureusement, vous avez que PA-1 et dégâts 1. Donc ça peut être cool justement de venir chercher à nouveau le PA-1 pour passer à PA-2, dégâts 1, pour essayer de clairsemer un peu ces trucs-là. Mais c'est pas encore une dinguerie. Je trouve le profil d'agression de cette unité qui est juste là pour ça, un poil faible. J'aurais apprécié plutôt un PA-2, dégâts 1, ou alors l'inverse, un PA-1, dégâts 2, pour vraiment les rendre plus percutants. Parce que derrière, le souci, c'est que même si vous allez faire perdre quelques points de vie au pack que vous avez attaqué, derrière, vous allez vous faire saturer la tronche par la deuxième vague. Et généralement, c'est des unités qui vont perdre assez facilement parce que on a une sauvegarde à 4+, ok, mais on a qu'un pack à 9 points de vie. On a une sauvegarde invue à 6, très facile de rater une invue à 6. Pour vous donner un ordre d'idée, lors de mes premières parties avec ces unités-là, sur les 3 unités, j'en ai perdu 2 et j'en ai récupéré une à un seul point de vie sur un tir en état d'alerte, en jouant contre du culte Gen Stealer. Donc soit il faudrait leur donner vraiment ce rôle d'assassin, donc en augmentant leur PA ou en augmentant leur dégâts, mais faire un petit quelque chose là-dessus. Voilà les pirates, c'était la combat de patrol Tyrannide. Rapidement quelques chiffres intéressants qui seront mis en perspective avec les prochaines vidéos. Là, je vous les balance comme ça. On est sur une combat de patrol qui, si on regarde purement coup en points aujourd'hui, on est sur une combat de patrol qui est environ à 445 points. Alors, encore une fois, c'est pas des vrais 445 points comme on a sur le format normal, puisque les règles sont un petit peu différentes. On n'a pas accès à tous nos stratagèmes, etc. Donc c'est un petit peu différent. On a 30 figurines. On est sur une sauvegarde d'armure moyenne pour l'intégralité de la combat de patrol qui est à un peu plus de 4,5, ce qui fait vraiment pas beaucoup. On a ensuite un total, toute unité confondue, un pool de 50 points de vie. Pareil, là je vous dis ça comme ça va pas beaucoup vous parler, mais quand on commencera à regarder les autres combats de patrol, on pourra mettre un peu ça en perspective. Et par contre, 3 persos qui ont une sauvegarde d'invue à 6, basta, et on peut potentiellement en avoir un à 4+, avec une optimisation qui est, je vous l'ai dit, quasiment obligatoire. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment plusieurs profils de figurines. On a des tireurs, on a du monstre, on a du corps à corps, donc on a un petit peu tous les aspects du jeu, donc ce qui en fait une combat de patrol très didactique. On sent vraiment que c'est une combat de patrol qui va nous permettre d'être confronté à pas mal de situations, de bien appréhender les règles, donc dans son rôle d'entrée en jeu, c'est une combat de patrol qui fait
fait bien le taf. Mais c'est une combat de patrol qui va vraiment manquer de percussion. En fait, on voit bien effectivement qu'on est de retour sur une faction qui est maintenant devenue une armée de tir, on n'est plus aussi polyvalent qu'avant. Même si on a accès à tous les aspects du jeu, en réalité, le seul qu'on fait à peu près bien, bah, c'est le tir. Et cette combat de patrol là, au niveau du tir, à part les barbelantes qui vont un peu faire le café, qui vont s'essouffler très vite au fur et à mesure des pertes, les thermagantes, ils sont mignons, mais ils sont là pour occuper la table, et la moitié de la combat de patrol, elle n'a carrément pas d'arme de tir. Donc voilà, c'est un petit peu en demi-teinte, c'est pas facile de marquer. Les objectifs sont pour le coup secondaires, sont assez tricky, parce qu'il y en a un qui va t'obliger forcément à exposer une unité beaucoup trop importante au niveau de tes règles du jeu, et l'autre qui va largement limiter le nombre de points que tu peux marquer, parce qu'il va falloir que tu rushes l'autre bord de table, ou du moins que tu arrives avec tes infiltrateurs à survivre pour aller jusqu'à là-bas. Donc c'est pas une combat de patrol qui est évidente, avec laquelle on va avoir un gros win rate. Pour vous donner un ordre d'idée, je l'ai joué 10 fois, j'ai gagné seulement 2 fois avec. Donc on est sur 20% de win rate. Alors après j'ai joué beaucoup de combats de patrol très fortes, trop fortes peut-être. Si j'ai joué contre de l'Eldar, j'ai joué beaucoup de fois contre du culte. J'ai fait des matchs nuls contre des Necrons. Donc voilà, c'est une combat de patrol qui est intéressante parce que voilà, elle est didactique. Elle a beaucoup de choses intéressantes et elle met aussi en exergue pas mal de points un petit peu difficiles pour les tyrannides pour la sortie de cette V10. Voilà mes pirates. J'espère en tout cas que ce format vous a plu. On se retrouve pour la prochaine vidéo, donc qui sera sur les Space Marines, sorti avec Léviathan, donc les Terminators et l'Exploit d'Infernus. N'oubliez pas, on est en live tous les soirs à 18 h sur la chaîne Twitch et le dimanche à partir de 13 h. Vous avez tous les liens en description. Merci de votre attention. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette première vidéo de ce format-là, si vous voyez des choses à corriger dans la façon dont je parle de ces unités ou de ces combats de patrol. Et je vous remercie. Passez une bonne journée. C'était votre amiral Crazy Red pour vous servir. À la prochaine. Ciao, ciao.